Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous annuel au moment des vœux. Alors là, on a un peu dépassé la période, mais évidemment pour faire le point sur les projets de la ville et puis vous donner directement la parole, poser des questions-réponses et essayer de répondre sans langue de bois. Je rassure tous les auditeurs, que ce soit Facebook ou Instagram, toutes les questions auxquelles je n'aurai pas le temps de répondre, peut-être parce que je n'ai pas toutes les informations, vous savez, je ne suis pas omniscient, tant de choses sont faites dans la ville. Je prendrai le temps évidemment de vous répondre via les réseaux sociaux. Alors ici, j'ai plaisir à vous retrouver depuis la maison de quartier Laval-Nord. Vous savez l'importance pour notre équipe municipale, pour les élus, d'être présents tout au long de l'année dans les quartiers, faire autant pour le centre-ville que pour les quartiers. Et vous savez que nos centres-villes se transforment fortement, mais nos quartiers également, on en prend soin. Et pourtant, il y a tant à faire et c'est pour ça que j'ai hâte de pouvoir échanger directement avec vous. Alors, au-delà des quartiers, l'exercice aussi de démocratie directe, il est important. C'est la prolongation de tous nos travaux. Je pense à la Convention citoyenne qui a permis de tirer au sort des Lavallois et de leur donner la parole. Je pense au budget participatif, tant pour ceux de la ville que pour le budget participatif des jeunes, qui permet aussi de faire émerger des projets et améliorer le cadre de vie au plus près de chez vous. Voilà, tous ces exercices, ils sont importants, comme ce Facebook Live. Alors, j'ai vu que vous aviez posé pas mal de questions déjà pour démarrer, déjà depuis quelques jours. Donc, je vais les prendre dans l'ordre d'apparition, honneur au premier. Elles sont évidemment très variées. Et donc, une première question de Chantal Gravier. Bonjour Monsieur le maire, j'aimerais savoir si vous allez faire quelque chose pour les routes au Bourgny, car honnêtement, c'est vraiment insupportable de se prendre tous les trous, cela abîme les voitures, bien cordialement. Alors, Madame Gravier, évidemment, je partage le constat que notre ville souffre d'un manque d'entretien, des voiries, des trottoirs. C'est ce que j'appelle cette dette grise qui est bien plus importante que la dette financière finalement de la ville. Et il faudrait des dizaines de millions d'euros pour vraiment rattraper l'État. Sachez qu'on a mis et sacralisé un plan qualité voirie chaque année. Un minimum de 700 000 euros, on monte plutôt autour du million d'euros sur le plan qualité voirie qui permet de chaque année de faire des rues structurantes dans à peu près les différentes parties de la ville. C'est très coûteux puisque un enrobé, c'est indexé sur le prix du pétrole et donc pour faire une rue correctement, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros parfois. Généralement, on les refait en deux parties. Et pour le curatif, c'est en fonction des demandes via Laval Direct Proximité. Vous pouvez demander à reboucher des trous. Mais évidemment, j'envisage de faire plus de curatifs pour boucher ces trous. On le fait et cette année, des rues sont prévues d'ailleurs au Bourgny. On a fait toute la rue Henri Sellier en deux parties déjà, qui est refait complètement à neuf. Je pense aussi à la place de la commune qui a été complètement refaite et qui évite d'avoir des trous. Mais j'ai bien ça en tête, qu'on va continuer à rénover, à entretenir. Je vous invite à appeler Laval Direct Proximité. Vous avez le numéro à l'intérieur sur la première page du Laval la Ville, 0800 00 53 53 ou l'adresse ldp@laval.fr, ce qui permet vraiment de nous d'identifier. Pour moi, en tant que maire, c'est un thermomètre pour savoir finalement où sont les problématiques, où sont les trous précisément. Mais j'envisage là sur le printemps des modes d'intervention peut-être plus forts pour résoudre ces trous. Mais il y en aura encore malheureusement, mais on y prend notre part. Alors, une deuxième question de Popo H2O. Pas facile les noms de code. Hein. Depuis 5 ans, la taxe foncière augmente. Est-ce qu'elle augmentera encore cette année ? Sachant que par exemple, nous avons dû faire des économies avec la nouvelle gestion des déchets. Cela reste une charge importante pour les foyers. Alors moi, je suis très à l'aise sur les questions de fiscalité locale et de taxes foncières en particulier. J'ai pris l'engagement de ne pas augmenter les taux d'imposition. Et avec l'équipe municipale et Antoine Caplan, l'adjoint aux finances, nous avons tenu cet engagement, alors que sur les 5 ans écoulés, c'est plus de 25% d'inflation que nous avons connue, et ce n'est pas 25% d'augmentation des taux d'imposition, évidemment. Il y a une revalorisation qui est faite chaque année par les parlementaires, qui est votée au Parlement et par l'État, qui fait l'augmentation des impôts, mais on n'a pas augmenté les taux en plus. Ce que de nombreuses, et que même la majorité des villes ont fait, hein, que ce soit en première couronne et sur la Mayenne, de nombreuses villes, sur ces 5 dernières années, ont augmenté les taux d'imposition. Pas nous. Pourquoi on ne le fait pas, au-delà d'être un engagement de campagne? Je crois que cet impôt de taxe foncière, il est profondément injuste, parce qu'il n'est pas payé par tous les Lavallois avec la suppression de la taxe d'habitation, parce que les bases locatives, les bases foncières n'ont pas été revalorisées depuis les années 80, et donc il y a des injustices fiscales entre les quartiers, entre les maisons, entre les appartements, bref.
Je trouve que c'est un impôt qu'il faut complètement refondre et donc c'est pour ça qu'on essaie de ne pas activer cet impôt-là. On a fait évoluer effectivement les taxes qui sont très minimes. Hein. Vous parlez de la taxe sur les ordures ménagères qu'on a légèrement fait évoluer et harmoniser avec le Pays de Loiron, puisque c'est un projet communautaire, ce qui nous permet de faire face à la chute libre de la revente des matériaux. Les déchets, on les revalorise pour en refaire des produits, pour recycler. Et il y a eu un écroulement du rachat des matières premières, notamment le plastique, et donc, ce qui fait qu'on a dû compenser légèrement par l'impôt, et la loi nous oblige à avoir un budget déchets à l'équilibre. Et donc l'équilibre se fait soit sur le rachat des matériaux, soit via la fiscalité. Donc c'est pour ça que ça a évolué très légèrement, mais on a fait très attention. Et donc malgré le passage à la quinzaine des ordures ménagères, avec l'explosion du prix des carburants, la chute des matériaux, on n'a pas fait tant d'économies que ça. On a en tout cas contenu la hausse. C'est assez terrible à dire, mais c'est la réalité. Donc j'espère avoir été exhaustif dans la réponse. Donc bonjour Monsieur le maire, Monsieur le président de Laval Agglo. Trouvez-vous la gestion des déchets satisfaisante? Pensez-vous qu'il est possible d'améliorer ce service aux citoyens? Ah, les déchets, vaste question. On a beaucoup de débats au conseil communautaire, hein, à la fois sur la fiscalité sur les déchets et évidemment sur le service qui est rendu. Est-ce qu'il est satisfaisant? Vous savez, c'est un métier qui est très difficile, on peine à recruter et on a des agents qui sont hyper mobilisés. Il est vrai que la collecte tous les quinzaines a revu tous les circuits sur toute l'agglomération, donc il y a eu quelques turbulences et je m'en excuse évidemment des turbulences que vous avez connues. Aujourd'hui, c'est surtout la propreté autour des points d'apport volontaires, la propreté en ville. Mais qui a sali la ville? Ce n'est pas les agents ni les élus de la ville, c'est évidemment un enjeu de citoyenneté. Donc on a renforcé le service prévention des déchets, véritablement. On a amélioré, on a distribué des composteurs nombreux dans les maisons individuelles et on a mis en place des composteurs collectifs dans la ville et au sein de l'agglomération qui font qu'aujourd'hui, il y a une amélioration. Et le dernier service que nous avons créé, c'est le service des encombrants, parce qu'on voit qu'autour des points d'apport volontaire, on laisse son lit, son matelas, énormément de choses. Maintenant, il y a un service encombrant. N'hésitez pas à l'appeler. Certes, on le fait payer, c'est 20 €. Mais effectivement, c'est pour démarrer et voir un peu l'ampleur que ça prend. C'est pas tant pour le coût, mais ça permet quand même de faire enlever des ordures de grande ampleur, voilà, des encombrants très importants. Ce service, c'est nouveau et c'est important, on vous le doit. Donc, certes, la fiscalité a un peu évolué, mais vous avez les composteurs, vous avez les encombrants, on a renforcé la propreté autour des points d'apport volontaires. Et la ville va mettre en place cette année des caméras mobiles autour des points d'apport volontaires. L'objectif, c'est en lien avec service déchets, service propreté, mais aussi police municipale, qu'on verbalise en identifiant les plaques d'immatriculation, notamment pour ceux qui font du dépôt sauvage. Ça, c'est un fléau qu'on retrouve dans toutes les villes et qu'on veut véritablement contraindre. Donc je crois vraiment à cette police de proximité qui rassure une tranquillité et surtout la propreté de la ville. Donc pas totalement satisfait. Est-ce que c'est une qualité de service en moins? Je ne crois pas, même s'il y a encore plein de choses à améliorer. Et on a pour perspective de refaire une déchetterie à Laval dans la zone des Touches, puisque notre déchetterie est très ancienne et mieux recyclée. On a des nouvelles filières de recyclage. Donc on doit effectivement s'y atteler. On est dessus. Pas totalement satisfait, mais surtout totalement insatisfait des incivilités permanentes du quotidien, qui fait qu'à peine on a nettoyé un point d'apport volontaire, à peine on a collecté nos bennes, et il y a ces actes d'incivilité. Moi, je crois que si je viens chez vous et que la poubelle est remplie, qu'est-ce que je fais? Je vous demande de la vider, ou alors je garde mes déchets pour moi et je les mettrai à un autre horaire. Il faut qu'on arrive à véritablement ces actes citoyens. J'y crois beaucoup. Alors, question. Velvetivori. À quel moment la ville va s'intéresser à la dynamisation du quartier Grenoux? Évidemment, le quartier Grenoux, c'est à la fois un des quartiers historiques, puisque Grenoux, c'était même un hameau qui a peut-être cherché à avoir son indépendance de Laval il y a quelques siècles, et à la fois un territoire, en tout cas un quartier qui accueille de nouveaux habitants, puisqu'il y a des nouveaux quartiers qui s'y développent. Donc nous, on a une attention très marquée, un quartier qui est en zone 30. On a des expérimentations rue
rue Robert Hardy notamment, pour enlever quelques arbres et refaire les trottoirs. On a, dans le cadre du budget participatif, refait l'aire de jeu de la Malle et qui va continuer à se développer, parce que je sais qu'il y a différents budgets participatifs qui ont été proposés, notamment celui des jeunes, avec la volonté d'y développer un feed park. Donc ça, c'est en train de se transformer. Nous avons également une maison de quartier de Grenoux, et c'est tellement important. Je trouve que les maisons de quartier sont insuffisamment connues des habitants. Parce que je pense au cadre de vie qu'on doit améliorer, mais c'est des quartiers assez nouveaux. Il y a encore peut-être des choses à faire en termes de voirie de trottoir à Grenoux. Mais cette maison de quartier, c'est des services de proximité. Vous voyez, on est dans la maison de quartier de Laval-Nord. Moi, j'ai pris les documents d'information qu'il y avait. Vous avez toutes les animations du service jeunesse. Elles sont nombreuses pour nos jeunes. Partout dans tous les quartiers, vous avez la même chose à la maison de quartier de Grenoux. Vous avez un espace senior intergénérationnel, bon, ça je pourrais y revenir. Une newsletter par maison de quartier qui vous donne toutes les activités. Là, rien qu'ici, vous avez atelier tricot, informatique, des ateliers de sport, de la randonnée qui part d'ici. Enfin, tellement de choses dans tous les domaines. N'hésitez pas, des coûts modiques, hein, ça va de 25 € à 150 € les activités. Vous avez des cours de langue dans les maisons de quartier, vous pouvez avoir du yoga, vous pouvez avoir énormément de choses. Donc vous voyez on est loin de déserter les quartiers. J'entends souvent, mais on est un quartier délaissé. Non, c'est faux. Moi, je vais dans tous les quartiers tout au long de l'année. On a des référents quartiers, des permanences de quartier, des élus de quartier qui sont présents, et nos services sont présents, avec les moyens qu'on a évidemment, mais les maisons de quartier sont un lieu refuge, un lieu où il y a de l'activité, ils sortent en plein air. On a fait des activités aussi sur les parkings de supermarchés, je pense au carrefour de Grenoux, on a fait une réunion publique dans la galerie commerçante, je remercie d'ailleurs de l'accueil. Donc on est assez présent, mais si vous avez des idées précises sur comment améliorer la vie dans les quartiers, et notamment en particulier à Grenoux, n'hésitez pas, vous avez le budget participatif dédié aux jeunes, le budget participatif dédié à la ville, et ces différentes rencontres soit par les élus, soit les journées dans les quartiers que je peux faire pour m'interpeller sur des aménagements. Ça, il en reste évidemment certainement à faire. Alors je vois que je suis très bavard. Armel Naudin, bonjour. Que se passe-t-il rue du Général de Gaulle? Les commerces disparaissent les uns après les autres. Les emplacements vides s'accumulent. Les loyers sont-ils trop chers? Ne devrait-on pas taxer davantage les commerces vacants? Malheureusement, les commerces vacants augmentent dans toute la ville. Espérons que la nouvelle place dynamise le centre-ville. Alors, le sujet des commerces est un sujet évidemment qui me préoccupe et sur lequel on essaye d'avoir la main, mais évidemment, le maire n'est pas responsable de toutes les dynamiques qui sont à l'œuvre. Si on veut que le centre-ville reste le premier centre commercial de tout le département de la Mayenne, il faut effectivement qu'on continue à avoir des consommateurs et des acheteurs. Et vous avez un pouvoir en tant que citoyen d'acheter local, d'acheter dans nos commerces. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Le deuxième élément, c'est qu'on a vu évidemment à l'échelle nationale l'effondrement du marché du textile à travers l'achat en ligne, et une vingtaine de marques qui ont disparu là, ces 2 dernières années, et donc on y est évidemment touché. Un phénomène aussi sociologique, qui on le dit, sur le rapport au travail. On change de plus en plus de travail tout au fil d'une vie. Et ce qu'on aperçoit au-delà de la vacance dans notre centre-ville, c'est un turnover plus important des commerces, parce que les commerçants, ils sont commerçants 5 ans, 10 ans, mais ils veulent aussi faire autre chose après, et je l'entends, et ça, faut l'accompagner, cette mutation. Et puis une dynamique urbaine. Depuis les années 70, on a eu tendance à développer les périphéries, le commerce de périphérie, qui a sa raison d'être évidemment, mais ça s'est fait au détriment des centres-villes, des centres-bourgs ou des commerces de cœur de quartier. Et donc, on a défini à l'échelle de Laval Agglomération, depuis maintenant 2 ans et demi, un schéma de développement commercial qui contraint et qui contient le développement dans les zones périphériques pour mieux accompagner le centre-ville et les centres-bourgs des communes de l'agglomération. Et donc là, on a développé énormément d'outils. D'abord, une foncière commerciale. Donc, on achète des commerces vacants pour parfois réhabiliter à l'étage des logements qui peuvent être vacants et réouvrir la boutique en centre-ville qui nécessite des travaux parce que certaines boutiques ont été très vieillissantes. On a mis en place la taxe des commerces vacants qui a fonctionné. J'ai un exemple, notamment pour lui faire de la pub, l'Orange Bleu, qui est la nouvelle salle de sport en centre-ville, qui lui a réussi finalement
il y a eu la vente parce que le propriétaire de l'époque ne voulait pas forcément payer la taxe et donc ça a permis de changement de main et d'avoir une opportunité d'investissement. Donc, vous voyez, on voit que ça fonctionne. Troisième élément, via Laval Agglomération, et c'est une première, les aides économiques aux entreprises ont été fléchées sur les commerces en particulier. Et donc tous les commerçants qui veulent faire des travaux, qui sont parfois coûteux, Laval Agglomération cofinance à hauteur maximum de 25 000 euros, mais ce qui est important, 25% de l'investissement et qu'une aide vraiment véritable au réinvestissement et à améliorer les commerces. Donc bref, j'aurais énormément d'exemples. On a accompagné les commerçants via les tickets commerçants suite au Covid. Donc tout n'est pas parfait. Moi, je suis que demandeur évidemment de davantage de soutien, d'animation, mais je pense qu'on a une palette assez large d'accompagnement des commerçants. Et je fais le pari que le centre-ville, la Halle Gourmande, soit le nouveau lieu finalement qui va réirriguer, le nouveau cœur commercial qui va réirriguer les artères commerciales, que sont la rue de Gaulle, qui est vraiment en perte de vitesse, la rue de la Paix qui se maintient et qui fonctionne bien, la rue des Déportés qu'il faut suivre, et puis la rue du Val-de-Mayenne qui quand même est assez commerçante. Donc on est très vigilant et je compte sur vous pour évidemment venir acheter en centre-ville et y passer du temps. C'est le but de la rénovation de la place du 11 novembre, c'est qu'une place où quand on se pose, on arrive, on y passe du temps, plus de temps que quand on est pressé, y passer un quart d'heure, une demi-heure, une heure, et que ce soit un véritable centre-ville agréable à vivre. Donc je partage évidemment la préoccupation. Je peux vous dire qu'on n'est pas sans agir. Les effets vont prendre du temps, mais je vois que ça fonctionne. Je vais vous donner un motif d'espoir, même si certains commerces vont encore fermer parce que des chaînes s'écroulent au national, mais je vois aussi des commerces s'ouvrir. Je pense à l'angle de la rue de la Paix, cette nouvelle boutique déco qui s'est réouverte en lieu et place d'une banque. Donc, d'une banque, on est passé à une nouvelle boutique commerciale. Je crois que c'est un signal positif. Ou encore au 7e art qui va être repris par une ancienne de vente à emporter qui va là aussi permettre de continuer la dynamique du cinéville. Bref, on pourra en parler des heures, mais sachez que c'est une des préoccupations majeures sur lesquelles on travaille au jour le jour et main dans la main avec les associations représentantes des commerçants, la Chambre de commerce et d'industrie ou Laval Cœur de commerce ou encore les vitrines de Laval. Evelyne Le Breton, bonjour, le parc de Touloupe devrait être réaménagé. Ouais, je veux bien un peu d'eau, je suis très bavard. C'est pas facile de parler pendant 1 heure sans s'arrêter. Il devrait être réaménagé il y a 2 ans. Faute de moyens à ce jour, ce parc est resté en l'état. Partant de pluie, une véritable pataugeoire. Les racines d'arbres ressortent du sol et soulèvent à certains endroits les pavés qui ont fait chuter déjà une personne âgée. De plus, ces chemins d'accès sont devenus impraticables. Merci d'avoir une attention sur ce dossier. Ce parc est très fréquenté et reste l'unique endroit de jeu pour les enfants dans le quartier. C'est vrai que dans le quartier des Graviers, le parc de Touloupe doit être rénové. Normalement, a été rénové et fait. Donc, normalement, c'est chose faite ou ça va être fait dans les prochains jours. Par contre, je note l'attention qu'on n'a peut-être pas eu sur les chemins d'accès. Donc je m'engage à regarder les chemins d'accès, mais l'aire de jeu pour moi c'est chose faite. Donc Odile Charon, commençons par faire des économies avant d'investir. Alors là j'ai aucun problème, vous savez je suis un ancien chef d'entreprise, je pense que les finances c'est toute une partie de ma vie et soyez assurés que les finances municipales sont gérées au cordeau. Il faut à la fois entretenir notre service public du quotidien. C'est tellement important parce qu'une ville, c'est le quotidien, c'est servir tous les enfants à la cantine tous les midis, c'est avoir une police municipale, avoir le service propreté qui nettoie les rues tous les jours. Donc il y a une quotidienneté et pour ça, il faut des moyens pour assurer cette quotidienneté et à la fois savoir faire des économies sur les services peut-être moins essentiels, peut-être aussi fermer des services, voire diminuer les horaires de certains services publics qui sont moins essentiels. On s'attache à faire ça puisqu'on va faire presque 3 millions d'euros d'économies en 4 ans, dont le gros des économies, c'est dès cette année, qui vont se répercuter sur les années à venir. Donc là-dessus, aucun problème, on est en réajustement. Mais moi, je ne crois pas aux économies, on fait moins 10% pour tout le monde, et puis adviendra que pourra. Il faut petit à petit décélérer la machine au fur et à mesure que l'État nous demande de le faire de toute façon. Donc on est une ville qui reste quand même très fragile financièrement, qui a connu des années d'endettement toxique, avec cette dette des emprunts toxiques. On en sort cette année et c'est heureux, mais les marges d'investissement restent très fragiles. On continue d'investir, à sous-investir de manière massive par rapport aux villes de notre taille. Heureusement, Laval Agglomération a une surface financière importante
et permet à la ville de continuer à se développer sur des politiques essentielles. Alors Antoine Constantin, bonjour Monsieur le maire, merci pour cette initiative et à toute l'équipe municipale pour la disponibilité et l'écoute dont vous témoignez depuis 2020. Je remercie Antoine Constantin que je connais évidemment. J'aurai plusieurs questions comme souvent évidemment et comme toujours je vais répondre. Il y a 3 questions. Concernant l'accessibilité aux services Mobitule, pourriez-vous permettre aux personnes bénéficiaires du dispositif CMI, carte mobilité inclusion, qui donne la priorité pour les personnes handicapées de bénéficier de ce service Mobitule? C'est aujourd'hui réservé aux personnes handicapées qui ont une pension d'invalidité, une allocation d'adulte handicapé, quelle que soit la nature de leur handicap, ou encore aux personnes âgées de plus de 80 ans. Pour quelqu'un qui marche avec une came comme mon voisin, il lui est difficile de prendre le tulle sans risquer d'être bousculé et de trouver une place assise avant que le tulle ne démarre. C'est une vraie question qu'on a eue avec la commission mobilité à Laval Agglomération, c'est jusqu'où on ouvre le service Mobitule. Et il est vrai qu'on y va par palier. On a déjà ouvert effectivement aux personnes de plus de 80 ans ou aux personnes qui ont une carte d'invalidité avec un niveau d'invalidité. Le risque, c'est qu'on puisse plus assurer le service et qu'il puisse être très coûteux parce qu'un Mobitule, c'est presque un taxi et il faut garder une notion quand même de transport collectif. Donc on s'attaque plutôt aux plus vulnérables. J'entends qu'il y a peut-être encore, pour les personnes qui auraient des mobilités, mais sans avoir la reconnaissance d'immobilité, un travail plus fin à faire. Donc je m'engage évidemment à y travailler. Peut-être que je l'ai vu dans d'autres communes de l'agglomération avoir une solidarité avec du covoiturage solidaire. Et peut-être que l'agglomération pourrait subventionner des associations de covoiturage solidaire. Vous savez, on doit aussi être une société, une ville fraternelle. Et c'est bien de pouvoir prendre soin de son voisin, mais c'est comment on peut s'entraider les uns les autres. Et la mairie, par un service peut-être en subventionnant des associations, en mettant à disposition des véhicules gratuitement en autopartage, peuvent être des solutions alternatives à moindre coût parce qu'on doit tenir un budget. On investit presque 20 millions d'euros quand même pour nos services mobilité chaque année. Hein. C'est assez important pour une agglomération de notre taille. Donc, je vais un peu faire une réponse mi-figue, mi-raisin, mais ceci pour des raisons et principalement budgétaires, que si on ouvre trop, on n'arrive plus à dire qui y a accès, qui n'y a pas accès pour ce service Mobitule. Et normalement, les tulles, on y travaille, sont accessibles. Hein. Donc on a des travaux d'ailleurs dans les communes de l'agglomération, mais aussi à Laval, pour rendre les quais de tulles accessibles, accession universelle. Ça reste un travail. Et donc normalement, même en personne à mobilité réduite peut aussi accéder aux tulles. Mais comme l'état de notre voirie, comme le disait très bien la première interlocutrice, donc Chantal Gravier, ça peut être plus difficile à certains endroits que d'autres. Deuxième question, pourrait-il y avoir des panneaux de signalisation routière indiquant l'entrée des jardins familiaux de Saint-Nicolas pour la Plaine d'Aventure, son centre de loisirs et pour la ferme urbaine qui est en train de voir le jour? Ça existe pour d'autres sites des jardins familiaux. Voilà. Tout à fait, moi j'ai pas de difficulté à ce qu'il y ait une signalétique. Sachez que on va refaire cette entrée parce que justement on veut la rendre encore plus visible et accessible. Donc il y aura un aménagement de l'entrée de la Plaine d'Aventure qui sera à la fois un aménagement pour le collège de la Salle, qu'on l'a fait en bonne intelligence avec eux, avec les riverains et donc notamment les immeubles gérés par Mayenne Habitat, et cette entrée de la Plaine d'Aventure qui va être complètement refaite sur l'année 2025, à horizon fin d'année 2025, ce sera refait. Donc je note qu'il y a besoin de signalétique, c'est évidemment très important. Et troisième question, pourriez-vous demander au groupe Lactalis de rouvrir au public le passage de la promenade longeant le ruisseau de Saint-Nicolas et le nouveau siège social de Lactalis? Il s'agit d'une portion qui a été comprise dans le budget de projet lauréat des budgets perspectives 2021. Alors pour moi, mais je veux bien des éléments complémentaires, c'est le chemin du pêcheur qui est toujours accessible. En fait, on a toujours conservé un chemin pour aller vers le quartier du Point du Jour, enfin continuer dans cet endroit-là. Donc pour moi, le chemin du pêcheur, et il est programmé pour être refait. Alors il devait être fait en 2025, il va être plutôt reporté en 2026. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2025, il va être refait toute la rue Adolphe Beck, qui est la rue justement du siège, parce qu'il y a plus de 1200 collaborateurs qui passent à cet endroit-là. Il faut le sécuriser, il faut le réhabiliter. Donc ça va être cofinancé par Laval Agglomération parce qu'on est presque en zone économique de par le siège social de cette très grande entreprise Lactalis.
Voilà pour les questions d'Antoine Constantin. Alors, Anthony Gélil, désolé si j'écorche le nom. Le projet de déménagement du collège Fernand Puech est-il en suspens ou arrêté? Notre fille entrera au collège en septembre et nous aurions aimé l'inscrire à Fernand Puech. Cependant, avec le découpage des zones, nous sommes rattachés à Jules Renard, à une rue près. Avec le projet qui était mené, nous étions plus qu'à 200 mètres du collège, ce qui représente un véritable empêchement. L'entrée au collège étant pour nous une étape vers l'autonomie, nous avions choisi une maison en ville pour que notre fille puisse s'y rendre seule. Or, compte tenu de l'état du parc Cornevin et du climat d'insécurité qui règne, il est hors de question qu'elle emprunte ce chemin seul, surtout en hiver, lorsqu'il fait nuit tôt. De ce fait, nous n'avons pas d'autre choix que d'opter pour un établissement privé, notamment le collège Immaculée, ce qui représente un coût bien plus élevé. Ma question est donc la suivante. Y a-t-il des projets à court, moyen ou long terme pour ce parc qui pourrait être magnifique en journée, mais reste à éviter à la tombée de la nuit? Alors, il y a plusieurs questions dans la question. Qu'en est-il du déménagement du collège Fernand Puech? Donc, les collèges sont gérés par le conseil départemental. Et donc, vous avez sans doute suivi dans l'actualité que le département, suite aux annonces des contraintes budgétaires, a décidé de reporter d'au moins 2 ans le transfert du collège. Donc aujourd'hui, le collège, en tout cas le déménagement n'est plus à l'ordre du jour, pas dans les années à venir. Ce sera plutôt à moyen ou long terme, semble-t-il. Mais je vous invite à vous rapprocher du conseil départemental si vous voulez plus d'éléments. Concernant Jules Renard, évidemment, la carte scolaire est faite comme ça aussi. Il y a quand même des itinéraires alternatifs. Je ne sais pas où précisément vous habitez, mais on peut utiliser des rues, et notamment l'avenue de Pierre de Coubertin, qui, elle, est illuminée, enfin mis en lumière le soir. Et je comprends qu'il y a un sentiment d'insécurité de traverser un parc. Par nature, un parc, il y a très peu de lumière. On peut regarder s'il faut mettre de la lumière supplémentaire, mais il peut être aménagé. Mais bon, on préserve aussi la biodiversité, en tout cas des trames noires. Moi, je vais regarder en particulier ce climat d'insécurité dont vous parlez, s'il faut renforcer la présence de la police municipale. Mais effectivement, si c'est complètement dans l'obscurité, je comprends tout à fait en tant que moi aussi jeune papa, pas encore collégien, mais je comprends la réflexion. On va voir s'il n'y a pas un itinéraire alternatif pour passer dans d'autres rues et sécuriser votre fille en lieu et place de faire le choix de l'Immaculée. Alors, question de Pascal Rieux-Baudenez. Alors, combien de temps encore comptez-vous laisser l'ex-Greta, rue de la Dacterie de Provence, quartier de la Dacterie, dans cet état? Vous avez trouvé de l'argent pour la vitrine de Laval, la place du 11 novembre. N'y avait-il plus d'argent? À quand la destruction de cette verrue immonde et dangereuse qu'est l'ex-Greta, quartier de la Dacterie? Mais pas pour des logements sociaux. On en a assez entre l'Épine, la Dacterie, le Trapistier. Mettez les logements sociaux en centre-ville et merci de nous considérer. Alors, il est vrai que le quartier de la Dacterie, c'est pas moi qui ai fait le choix de supprimer l'ex-Greta. Moi, je fais partie de ces maires responsables. Quand on quitte un bâtiment, on trouve un remplaçant ou on le démolit. Et effectivement, quand c'est pas fait sur le moment, généralement, ça traîne. Sachez que nous, on travaille en lien avec mon premier adjoint en charge de l'urbanisme, Bruno Berthier, mais aussi Isabelle Aimant en charge du foncier, pour voir comment cet espace-là peut être complètement réaménagé en lien avec des promoteurs. Mais il ne vous a pas caché que la crise du logement est arrivée par là. Et justement, on ne veut pas forcément rajouter du logement social à cet emplacement, puisqu'il y en a autour. Pour trouver un juste équilibre, on veut faire du logement en accession libre, logement privé, ou du logement abordable. Et tant que la crise de l'immobilier est là, les projets sont complètement ralentis. Mais on a bien en tête. Moi, j'aimerais qu'à court terme, on puisse réactiver ce lieu par un collectif d'artistes qui pourraient occuper ce bâtiment-là, en tout cas, d'une certaine manière, le réhabiller, le resécuriser. Mais sachez qu'il y a des projets, on est encore au tout début, mais en discussion avec des promoteurs immobiliers, puisqu'il faudrait faire une opération conjointe. Et pour réhabiliter le tout, il faudrait aussi refaire le centre de loisirs de la Dacterie. Donc, ça, dans les projets moyen terme. Je ne vous laisserai pas dire qu'on fait tout que pour le centre-ville, très clairement. On a investi bien plus dans les quartiers que pour le centre-ville. Certes, les projets centre-ville sont impressionnants par leur ampleur, mais vous allez dans le quartier Saint-Nicolas, on a refait. Vous allez au Bourgny, on a refait la place de Comines. Vous allez à Hélar, on a refait Alice Mia. Vous allez à la gare, on transforme le parvis de la gare. Et tant d'autres petits travaux qu'on peut faire grâce au budget participatif. Donc voilà, recorriger ça.
Et nous sommes en discussion avec Mayan Habitat aussi pour que les logements justement de la Dacterie soient réhabilités, en tout cas les espaces publics. Moi j'attends ça, je le demande depuis 4 ans et j'ai bon espoir que grâce à la convention citoyenne que nous avons réalisée pour les quartiers populaires et la Dacterie dedans, Mayan Habitat s'est engagé dans la réponse à la convention citoyenne de s'occuper de ce secteur-là, au moins résidentialiser les espaces, réentretenir, réaméliorer. Et la ville y prendra vraiment toute sa part. Mais j'en conviens, c'est une verrue, l'ex Greta, je ne vous donne pas tort. Et sur la politique de logements sociaux, là aussi, je veux vous dire qu'on en fait autant dans le centre-ville que dans les quartiers. En tout cas, on n'a pas vocation à développer de manière exponentielle les logements sociaux, parce que déjà, on a une ville qui a plus de 30% de logements sociaux. Donc, on est dans notre plan local de l'habitat à vouloir développer les logements sociaux d'abord en première couronne, puisqu'ils ne respectent pas tous encore la loi dite SRU qui amène aux villes à avoir 20% de logements sociaux. Et ça se développe, hein. Les villes le font très clairement en première couronne et vont atteindre les objectifs. Et puis en commune rurale aussi, ils sont très demandeurs de logements sociaux parce que je veux là aussi battre en brèche une image. Qui dit logement social ne dit pas logement pour pauvres. Un logement social n'est social dans le logement que le loyer. C'est logement à loyer modéré. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir des logements sociaux pour toutes les catégories de population et notamment des revenus de classe moyenne. Et c'est vraiment important d'avoir cette diversité. Donc on y est très, très vigilant et on développe aussi du logement social en centre-ville. Un exemple pour vous le dire, quand le promoteur privé a racheté les logements de la Banque de France, d'abord, on a demandé au promoteur de conserver, à la Banque de France, quand elle a vendu, de conserver le parc de la Banque de France. Et 2 logements sociaux vont être réalisés dans le bâtiment. Donc, vous voyez, on essaie à chaque fois, dans chaque opération, d'avoir du logement, en tout cas abordable, à loyer modéré. Question de Laurence Moni. J'ai vu sur Facebook qu'il y avait des élagueurs pour les arbres du centre-ville. Quand envisagez-vous d'élaguer les arbres du Bourgny? Ça fait des années que je demande, mais toujours refusé, ce qui veut dire que je n'ai pas de soleil chez moi. Merci de votre compréhension. Alors là... C'est toujours un sujet conflictuel. Alors, je vous rassure, on n'élague pas les arbres que dans le centre-ville, mais évidemment, il y a tant à faire. Et plus on plante des arbres, plus il faut renforcer nos services espaces verts. Je tiens à dire quand même que j'ai hérité d'un service espaces verts qui a perdu 25% de ses effectifs en 10 ans. Comme ça, je dépolitise le sujet, mais qui a quand même fortement baissé. Or, on a quand même développé les espaces verts. Donc c'est un véritable enjeu. Nous, on a recruté des agents aux espaces verts, on a réaugmenté ces services-là qui sont attendus. On les a rééquipés aussi parce que les machines étaient un peu à l'ancienne. On a changé les véhicules, rééquipés, notamment sur le service propreté. On a aussi mis des gloutons qu'on a achetés, bref, je pourrais y revenir. Donc pour répondre, je ne veux pas tourner autour du pot, il faut que je regarde précisément votre demande, il y a peut-être des raisons. On fait attention à ce que l'arbre reste équilibré, parce que si on coupe certains endroits des branches, ça tombe. C'est-à-dire que voilà, on veut tout et notre contraire, ça fait partie des injonctions contradictoires. Mais je vais regarder précisément, je vais reprendre la tâche avec vous sur votre dossier pour les arbres. Sachez qu'on est en train d'établir avec les services de la ville une charte de l'arbre pour justement définir quand est-ce qu'on coupe, comment on coupe, à quel moment on dit non, et que ce soit public sur le site de la ville, on vous dit voilà, avec des photos à l'appui, dans ce cas de figure c'est non, dans le deuxième cas de figure c'est on va élaguer, et dans le cas de figure oui on peut abattre l'arbre parce que ceci, cela, voilà. Donc très clairement c'est en cours parce que c'est des questions récurrentes et je comprends que ce soit des irritants du quotidien, donc j'en ai pleinement conscience. Aurélien Huneau, où en est-on de l'avancement du projet du stade Francis Lebasser ? En attendant le début des travaux, est-ce que la pelouse va être étudiée ou des choses vont être faites? Car en l'état actuel du terrain, c'est des conditions de jeu compliquées, voire dangereuses. Voilà. Évidemment, évidemment, le terrain n'est pas dans un état extraordinaire. Sachez quand même que Laurent Léry, le président du Stade Lavallois, avec qui je collabore en étroite intelligence, en très bonne intelligence, on s'entend très bien. Il a couvert le terrain avec une bâche pour justement, parce qu'on a eu un temps le plus pluvieux quand même, c'est l'année la plus pluvieuse des 10 dernières années. Donc le terrain est dans un état catastrophique, j'en conviens. Donc on l'a quand même couvert, on l'entretient. Je peux dire que les espaces verts bichonnent le terrain, mais la météo joue contre nous. Et je ne suis pas ni le dieu du stade, ni le dieu de la météo, mais sachez qu'on en a bien conscience et qu'on y travaille étroitement avec Laurent Léry.
Dans les projets de rénovation, on se posera la question de passer peut-être à un terrain hybride, malheureusement, vu les contraintes météo. Mais ce n'est pas des conditions de jeu extraordinaires, il faut aller chercher le meilleur de ce que ça peut être. Sur l'avancement du projet du stade Francis Lebasser, je ne veux pas être trop long parce que c'est un projet important, essentiel, dont on parle depuis tant d'années, mais qui va se concrétiser. Je veux vraiment vous rassurer, on n'a jamais été aussi proche du but. C'est d'abord un projet qui vise à faire sortir l'enceinte Lebasser d'un simple équipement sportif qui serait utilisé 25 fois l'an au moment des matchs, et de faire reposer cet équipement-là sur un lieu de vie, un lieu essentiel au quartier des Pommerais, même au quartier de l'Aubépin et à la zone des Touches. Donc on veut faire venir des entreprises, des sièges sociaux d'entreprise, de l'activité un peu commerciale pour qu'il y ait à terme 200, 300 travailleurs sur site. Donc avoir un lieu qui soit vraiment modulaire. Et donc un projet public-privé où le privé construirait tous les mètres carrés commerciaux et économiques et où le public s'occuperait de rénover les espaces publics et les tribunes. Ça, c'est la séparation du projet public-privé. Et à terme, c'est qu'une fois qu'on aura, nous, fait les travaux, le public, on redonne en bail amphithéotique la pleine propriété au stade Lavallois en contrepartie d'un loyer à très long terme. C'est ça le but des bails amphithéotiques, des baux amphithéotiques. Et donc, c'est le stade qui gérera finalement l'entretien de la pelouse à terme et tout l'équipement et toute l'enceinte sportive. Donc c'est un projet inédit, ça a été fait nulle part. Ça a nécessité beaucoup d'études juridiques, techniques, un modèle socio-économique. Et puis là, on lance la phase donc, architecturale. Début mars, on fait l'appel à consultation des architectes. On va recevoir des centaines, sans doute, de cabinets d'architecture pour proposer un ensemble, parce qu'on finalise la programmation. Vous êtes bienvenus d'ailleurs le 4 mars pour une réunion publique. On va présenter les premiers espaces du stade Lebasser. Et le 4 mars, on lance donc le concours d'architectes qui se fera en 2 phases. D'abord sur dossier. Donc là, je pense qu'il y aura des centaines de candidatures. On va en choisir 3 et ils auront plusieurs mois pour ensuite faire une esquisse et avoir le dessin final de ce que va être le stade. Et à partir de ça, le privé va faire sa partie, le public va faire sa partie et on va lancer les travaux de rénovation. Voilà, j'espère avoir été assez clair sur le calendrier. Je ne m'engage pas à quelques mois près, mais l'idée c'est qu'au sortir de l'été, on ait une image architecturale digne de ce nom. On ne se précipite pas parce que c'est des dizaines de millions d'euros d'investissement, surtout pour le privé et quand même aussi pour le public. On préfère prendre quelques mois de retard s'il faut, mais on a déjà investi plus de 200 000 euros pour lancer les études. Le stade avait déjà investi pour partie plusieurs dizaines de milliers d'euros sur les premières études. Et là, on va réinvestir 400 000 euros pour faire des images architecturales. Vous voyez, on a quand même engagé déjà des moyens assez colossaux. Donc, ce n'est pas pour faire marcher en arrière. Gwen Boule, donc toujours très compliqué de se faire soigner sur Laval. Une rage de dents, par exemple, et aucun dentiste n'accepte de nouveaux patients. Il y a la polyclinique pour des consultations médicales, mais pour un suivi médical, ce n'est pas possible. Pas de médecin traitant, bien il faut aller à Hillard. Ils sont surchargés, toujours beaucoup d'attentes pour les demandes de logement. Quel projet pour améliorer cela? Alors la santé est un objet prioritaire, évidemment. On est dans les grands déserts médicaux français, mais même si, quand on regarde la carte de France, on voit qu'on est quand même assez nombreux. J'aperçois quand même qu'on a une espérance de vie en bonne santé supérieure à la moyenne nationale. Ce qui veut dire que quand même, les déterminants de santé, de la bonne santé, ne sont pas que le soin. Sont évidemment bien manger, bien dormir, pouvoir faire du sport, avoir de la sociabilité. Et ça, c'est important pour voir le verre à moitié plein. Je ne vais pas vous cacher qu'on manque de médecins et que les nouveaux médecins qui sont formés ne travaillent pas de la même manière que les médecins d'avant. Et on vit évidemment, comme je parlais de l'image, de l'évolution sociologique des commerçants, c'est la même chose pour les soignants. On va peut-être faire pas ça toute sa vie, en tout cas pas 70 heures semaine, et je peux tout à fait les comprendre. Donc il y a un enjeu d'aller recruter encore davantage de médecins. On a une maison de santé pluridisciplinaire qui est pas totalement pleine à Jules Ferry. On a monté ce service médical de proximité à Hillard, qui est curatif, qui permet aux médecins retraités, aux jeunes médecins d'offrir du temps médical. On l'a fait aussi à l'échelle de l'agglomération. Bref, ce n'est pas les moyens qui manquent, mais c'est surtout les moyens humains, j'en conviens. Et pourtant,
Je sais que les médecins libéraux accueillent des stagiaires, des jeunes médecins, et donc suscitent l'engouement. On a eu des installations de jeunes médecins. Je pense à la maison médicale de Saint-Julien, je pense à la maison médicale au-dessus de la pharmacie de Saint-Nicolas, qui accueille de nouveaux médecins. Donc on voit qu'on a une nouvelle génération qui est là, qui a envie de faire venir des soignants. Donc je reste motivé. Je vois que l'hôpital de Laval souffre de grandes difficultés, notamment ses urgences. Et pourtant, on n'a jamais accueilli autant d'internes. On a doublé le nombre d'internes accueillis à l'hôpital de Laval depuis 4-5 ans. C'est impressionnant. On a ouvert un campus d'ailleurs dédié aux médicaux et paramédicaux pour accueillir une nouvelle génération de soignants. Et on souhaite ouvrir justement un centre médical un peu d'urgence dentaire. C'est dans les cartons pour 2025 à l'hôpital. Et puis je n'oublie pas la polyclinique qui, elle aussi, vous l'avez vu dans l'actualité, le directeur général de l'ARS a demandé à la polyclinique d'assurer aussi, en complémentarité des services d'urgence des 3 hôpitaux de la Mayenne, Château-Gontier, Mayenne et Laval, d'ouvrir des urgences à des niveaux horaires un peu plus importants en soins non programmés. Donc ce n'est pas l'idéal, mais le combat il est important. On a des parlementaires très mobilisés sur la question. Vous le savez, avec des lois qui ont été votées et des petites victoires qui fait que la santé est un sujet prioritaire. Je crois qu'on a fait venir avec nos parlementaires tous les ministres de la santé depuis quelques années. Donc on ne peut pas dire qu'on soit sans rien faire. Le conseil départemental aussi est pleinement impliqué, mais on n'a pas tous les leviers en main. Ça reste quand même une politique d'abord nationale. Et puis sur la formation des médecins, moi je souhaite qu'on puisse universitariser et accueillir aussi des formations de médecins à Laval. On a déjà la première année, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Je souhaite aussi des collaborations avec le CHU de Rennes, parce que c'est plus facile. En une demi-heure de train, vous faites Laval-Rennes, et même en voiture, c'est beaucoup plus facile que venir d'Angers. Ça, c'est des questions que j'ai mises sur la table avec le directeur général de l'ARS et à la préfète de la Mayenne. Je sais qu'ils sont sensibles. Donc je ne lâche pas le combat et je remercie toutes les associations mobilisées pour défendre une qualité de soins, tous les soignants qui font du mieux qu'ils peuvent. Et plus c'est pénurique, plus c'est dur pour eux. Mais on a la chance d'avoir quand même une mobilisation en général très, très, très impressionnante. Alors je reprends le fil parce que ça c'était les questions qui avaient été posées avant que j'avais mis en imprimé. Tac, tac, tac. Bonjour monsieur, quels sont vos projets et mesures pour la jeunesse? Question de Matt le voyageur. Alors j'ai pris de la documentation là à l'entrée de la maison de quartier et vous avez quand même beaucoup de choses. Vous savez qu'on a un service jeunesse, on a des pôles ados qui accueillent nos jeunes. On a mis en place un conseil des jeunes, on a mis en place un budget participatif dédié aux jeunes. Donc on a une vraie volonté de faire des choses pour la jeunesse. Encore hier, j'étais salle polyvalente où il y avait une roller party gratuite avec DJ, où il y avait beaucoup de jeunes, et c'est en partie fait par nos animateurs de la ville, soit sportifs, soit du service jeunesse. Je les remercie infiniment. Donc on propose énormément d'animations, mais pas toujours connues. Donc je vous invite à aller en maison de quartier, voir ces animations jeunesse. Elles sont de toutes sortes, à des coûts minimes, parfois gratuites. Parfois ça va de 2 à 19 € selon le coefficient familial. Donc rien que là, sur les temps forts que j'ai, donc soirée roller, j'en ai parlé. On a une sortie à Angers et au Fort Boyard le 12 février. 17 février, un tournoi de soccer sport in park à Laval. Jouons aux échecs au Théâtre de Laval le 19 février, ça c'est gratuit. Une soirée interpolado sur le thème du jeu, dégustation latino-américaine, gratuit le 20 février. Bref, je pourrais vous en citer, mais on a un programme à la fois pour la jeunesse, de leur permettre de s'exprimer, à travers le conseil des jeunes, à travers les budgets participatifs, mais aussi d'avoir des animations avec des animateurs jeunesse, mais aussi des animateurs sportifs qui sont là pour vous. Donc, si vous avez des attentes particulières, je vous invite à contacter le service jeunesse, à aller en maison de quartier. Vous verrez, vous serez surpris de tout ce qui s'y passe. Moi, je vais même vous faire un aveu. Avant d'être maire, je n'avais pas connaissance de cette multitude d'activités qui sont proposées à la fois par la ville, mais aussi je pense à toutes nos associations sportives, culturelles, nos comités d'animation, qui là aussi ont des offres pour des jeunes de tous les âges. Donc allez-y, profitez-en.
Question de Kad Guissot, pardon pour la prononciation. Comment s'organise l'évacuation des encombrants pour les habitants qui n'ont pas de véhicule? Donc j'ai répondu tout à l'heure, il y a un service des encombrants avec un numéro, je ne l'ai pas en tête, mais sur la page de la ville, service propreté, vous tapez encombrant Laval-la-Ville, vous avez un numéro auquel vous pouvez appeler. Et donc voilà, on prendra en charge vos encombrants, ils vous donneront un point de rendez-vous. Donc le service aujourd'hui est tarifé à 20 € parce qu'on avait peur que si on faisait gratuit, on pouvait avoir beaucoup de demandes, mais ce n'est pas tant pour le tarif, je le redis, ce n'est pas le sujet. C'est surtout de pouvoir être un service pour vous. Je redis aussi que les entreprises ont une responsabilité. Quand vous commandez par exemple un canapé, un frigo, ils ont l'obligation de reprendre votre ancien canapé ou votre ancien frigo. Ça, c'est important aussi de pouvoir en profiter. Alors, bonjour, pour les composteurs mis à disposition, pour les maisons individuelles, pour pouvoir le récupérer, nous devons participer à 2 réunions et les soirs. Moi, j'ai effectué une réunion, mais je n'ai pas pu retirer mon composteur à l'heure et donc aujourd'hui, je ne les ai pas. Aïe. Bon, on va vous recontacter, mais normalement, il y a besoin de. Effectivement, comme c'est une mise à disposition gratuite, on veut évidemment s'assurer qu'il y ait une bonne utilisation des composteurs parce qu'après, si on ne composte pas bien, vous allez mal le gérer et donc vous allez l'abandonner et on va tous échouer collectivement. Ça, si c'est mal géré, on peut avoir aussi les rats qui arrivent. Bref, on dératise d'ailleurs assez souvent certains quartiers. Donc, on va reprendre contact avec vous, mais normalement, on essaie de s'adapter. Pour pouvoir déployer les composteurs, mais effectivement, on ne les donne pas comme ça à la volée. Pourquoi on le fait aussi, je vais vous dire, petite confidence, on se méfie du détournement des composteurs parce qu'on en a retrouvé certains sur le bon coin. Certains prenaient le composteur comme ça et puis le revendaient derrière. Donc on se prémunit de tout. À quand une solution pour les bouchons à Pritz? C'est sur le boulevard d'Avenières. Ah, très bonne question. Nous sommes en pleine redéfinition du plan de mobilité à l'échelle de l'agglomération pour toutes les mobilités, que ce soit camion, automobile, vélo, piéton, trottinette, bref. Pour se dire quelles sont les grandes structurations, quels sont les grands travaux à mener, parce que plus la loi avance, plus c'est difficile d'ailleurs de construire des routes et c'est normal, on préserve nos terres. Donc dans les bonnes nouvelles, c'est que nous sommes en pleine enquête publique pour faire un 3e échangeur à l'est de l'agglomération et développer le parc d'activités, le parc Grand Ouest, qui vise à accueillir des activités d'industrie nouvelles et de rééquilibrer l'est et l'ouest de l'agglomération. On a beaucoup développé l'ouest, Changé, Saint-Berthevin, des grosses zones d'activité économique, moins l'est, qui fait qu'il y a des mouvements pendulaires, des travailleurs qui vivent à l'est et qui vont travailler à l'ouest. Donc on espère qu'en développant l'activité à l'est, on puisse recréer des cercles plus concentriques, en tout cas une meilleure triangulation plutôt que de traverser. Ce parc, on l'a travaillé, il va respecter des principes écologiques. On a divisé par 2 l'artificialisation pour respecter le ZAN. Mais au-delà de ça, il y a ce 3e échangeur qui va être une voie de contournement par l'est quand même, par à la fois Argentré, qui permettra d'aller vers Argentré, vers Bonchamp, vers Louvernay, et puis de traverser par l'autoroute. Vous savez, on avait fait cette expérimentation pour traverser l'autoroute et éviter de passer par l'espèce d'intra-rocade Pritz à Venières ou alors par le centre-ville. Donc ça, c'est des éléments quand même qui visent à désengorger le périphérique. Et dans ce plan de mobilité, à l'échelle de la Laval Agglomération, on étudie, puisque le pont de Pritz, malheureusement, le conseil départemental qui est en charge des voies départementales et notamment de ce pont de Pritz, a revendu déjà des fonciers pour y mettre la clinique vétérinaire. Et donc, il y a très peu d'espace sur lequel on pourrait agir maintenant. Il n'y a plus de foncier pour doubler véritablement le pont. Il y aurait peut-être une voie à un endroit, du côté rive gauche, de pouvoir faire un passage souterrain. Vu que c'est des gros travaux, il faut quand même étudier le fait que ça fluidifie la circulation. Une des pistes actuellement à l'étude, c'est au niveau de l'espace Mayenne, un passage souterrain, voiture, qui pourrait traverser et aller vers Changé et éviter les Changéens de traverser dans le sens Changé-Laval, ce qui libérerait en fait des flux de circulation pour aller d'une rive à l'autre. J'espère avoir été clair, mais c'est bien à l'étude. Je regrette que depuis tant d'années, les propositions n'aient pas abouti évidemment, mais sachez qu'on travaille main dans la main avec le conseil départemental sur ce sujet, en espérant évidemment que
l'autoroute soit davantage utilisée et que les camions, à terme, utilisent l'autoroute. Et donc, ce troisième échangeur, c'est très important, parce qu'il y a encore beaucoup de camions à utiliser le pont de Pritz. Et pour le pont d'Avenir, c'est pareil. L'espoir, c'est que les camions qui n'ont rien à faire à traverser cet axe-là passent plutôt par l'autoroute et qui est l'utilité, mais il y a moins de projets de doublement à venir très clairement. Question de UNA73. Bonsoir, que comptez-vous faire afin de faire respecter la limitation de vitesse fixée à 30 km/h dans le Bourny? Vaste question, sachant qu'on va en plus doubler les surfaces à zone 30 dans tous les quartiers lavallois. Enfin, il y a de nombreux quartiers qui vont passer en zone 30 cette année. On croit vraiment à la ville apaisée par la zone 30. C'est pour ça que je renforce la police municipale. On va la doubler, elle sera double à la fin du mandat. On est à plus de 10 policiers municipaux aujourd'hui et on a investi dans des radars. Pas que des radars pédagogiques, mais aussi des radars où on verbalise. C'est par des opérations ponctuelles. Moi, je ne peux pas être un policier derrière chaque automobiliste, mais ces incivilités du quotidien, que ce soit la propreté ou la vitesse, c'est un fléau véritablement qu'on trouve dans toutes les villes. Et donc, la police de la tranquillité, la police du quotidien, elle est là pour ça. Et effectivement, dans les instructions que j'ai faites à la police municipale, il y a la propreté, mais il y a aussi évidemment la circulation. Donc, c'est comme ça que je compte y arriver. Donc une autre question concernant le demande de logement pour les jeunes. Il faut 18 mois d'attente pour un dossier. Je trouve ça trop long pour un jeune en recherche et qui veut prendre son indépendance. Oui, le marché de l'immobilier, il a été complètement sclérosé, cassé malheureusement par toute l'instabilité gouvernementale, les errements en termes de fiscalité, en termes de soutien, d'aide à la pierre, en termes de soutien en rénovation. Le stop and go est très néfaste pour toute la filière, à la fois du bâtiment, de la rénovation, et donc qui en paye les pots cassés, finalement, c'est nous. Parce que le logement est éminemment au cœur du pacte républicain, de ce qui fait société. Être bien logé, c'est essentiel. Une fois que vous avez votre logement, vous pouvez ensuite travailler, vous épanouir, et ça me semble vraiment être essentiel. Donc nous, on est résolument actifs avec notamment Patrice Morin, mon adjoint au logement, pour développer le logement, pour rénover le logement, pour développer du logement abordable, social, à loyer modéré, en bail réel et solidaire aussi, pour faire accéder, et notamment la primo-accession. Alors, en attendant, on a des dispositifs, on a les foyers jeunes travailleurs qui peuvent vous accueillir, ce n'est pas l'idéal. On a mis en place avec l'ADLJ une association l'hébergement temporaire chez l'habitant pour les jeunes et notamment les jeunes actifs. Donc on peut héberger pour les personnes qui auraient une chambre en trop, héberger un jeune. Donc qui sont des solutions, j'en conviens, palliatives, mais très clairement on continue à être très proactif. On aura construit plus de 1000 logements quand même sur le mandat. Hein. Très clairement, on a explosé les objectifs de construction de logements ou de réhabilitation de logements. Mais j'entends bien qu'il faut continuer et faire plus. Mais il y a une réalité du marché là-dessus. Y a-t-il une priorisation et une aide financière pour les commerces locaux pour aller vers la future halle? Oui, très clairement, sur les halles, ce sont des halles municipales. Enfin, je veux tordre le cou à des idées reçues. Le projet n'est pas pharaonique. La halle va coûter 4,9 millions d'euros hors taxe pour 1600 mètres carrés. La moitié est payée par un investissement de la ville, par une subvention de la ville. Donc ça reste des halles municipales. L'autre moitié, qui est gérée par notre aménageur public, elle est Laval Mayenne Aménagement, va être supportée par les loyers de la halle. Le gros des loyers va être pour les restaurants qui est sur 2 étages, parce que c'est lui qui va avoir un turnover et un chiffre d'affaires le plus important. Le bail a été signé la semaine dernière entre Elema et donc Revelata. Donc une grande majorité des loyers sécurisés, je voulais vous rassurer. Le reste, on est conscient, on sait ce que c'est qu'un commerçant. On a mis des loyers moindres pour les stands traiteurs et encore moins pour les stands producteurs. Et donc ça va de 700 € le stand à 1200 €, donc ce qui est suffisamment raisonnable. On est dans les halles les moins chères de France, je veux vraiment vous le dire. Donc ce n'est pas forcément ça la difficulté. Et on n'est pas là pour tuer le commerce, on est là pour l'accompagner. Donc on ajustera les loyers, ce n'est pas un sujet en soi. On ajustera en fonction du chiffre d'affaires, mais je suis persuadé que ces halles vont fonctionner. J'ai entendu dire aussi la critique que ce seraient des halles qui seraient que pour les bobos, les riches.
On a été très vigilants dans le jury qui était très large, où il y avait un représentant du Conseil des jeunes, un représentant du Conseil des sages, les associations de commerçants, la Chambre des métiers et d'artisanat. On était très nombreux au jury d'IAL, un élu de l'opposition, 2 élus de l'opposition même. Bref, on a été nombreux et on a vérifié, on a regardé qu'il y en ait pour tous les pouvoirs d'achat. Et je vais vous assurer, j'ai regardé sur la carte de Révélata, j'ai dit, quel est le prix du café? 1,50 € et je serai là pour vérifier que le café est 1,50 €. Il faut que CEAL, même si effectivement il y a l'activité privée dedans, elle soit accessible à tous. Le food court sera accessible à tous, d'ailleurs, même sans consommer. Et c'est important, c'est un lieu refuge, un lieu de convivialité. Ce sont des halles municipales. Donc c'était vraiment important de vous le redire. Et donc il y aura une progression pour les commerçants locaux, évidemment. Moi, j'ai été assez triste qu'il n'y ait pas forcément énormément de locaux à se positionner sur le restaurant sur 2 étages, mais davantage de locaux, évidemment, sur la partie traiteur et marché. Question de Clémence Lily. Pensez-vous financer un stage infirmier? Alors, je sais que le conseil départemental et je pense que Laval Agglomération doit accompagner plutôt les infirmiers à pratique avancée, les IPA. Il y a des accompagnements là-dessus. Nous, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas d'aide comme ça direct au stage infirmier. Par contre, on accueille des stagiaires via notre CCAS, notre centre communal d'action sociale, et qu'on accueille aussi, on a parfois des opportunités d'apprentissage. Alors, je ne sais pas si c'est infirmier, mais on a des propositions. Question, coup de cœur 53, le rythme scolaire à Laval, manque de personnel à 4 jours et demi, pourquoi le maintenir? Pensez-vous un retour à 4 jours pour le bien-être des enfants? Une consultation il y a quelques années avait été faite auprès des parents. Une majorité souhaitait conserver le 4 jours et demi. La règle au niveau national, c'est le 4 jours et demi. Et donc c'est vrai que nous, on a tendance à respecter la loi en coordination avec les autres communes autour. Je pense à Saint-Berthevin et à Château-Gontier. La question peut être posée, mais voilà, il y a débat sur est-ce que c'est bon ou pas bon pour les enfants. Aujourd'hui, c'est 4 jours et demi. Le périscolaire est loin d'être de la garderie. J'étais au concours d'éloquence le week-end dernier où c'était préparé par des jeunes en temps périscolaire. On a des concours d'échecs, on fait de la danse, on fait de la musique, on fait plein de choses sur le temps périscolaire. Ça reste quand même un temps presque d'éducation populaire qui est essentiel. Moi, je regrette que l'État ait supprimé l'aide financière pour accompagner les communes qui respectaient le 4 jours et demi, parce que voilà, ça ne va pas nous encourager effectivement à conserver. En tout cas, on va devoir faire des économies ailleurs pour conserver les 4 jours et demi. On ne ferait pas plus d'économies de toute façon, puisque les enfants qui seraient à 4 jours, il faudrait les garder en centre de loisirs. Bref, aujourd'hui, la position est de 4 jours et demi. Question de Yann Lam, 5. Envisagez-vous de rebaptiser la rue Abbé Pierre? Merci pour votre réponse. Oui, je l'ai déjà répondu, évidemment, comme toutes les villes, même si il n'y a pas eu de jugement juridique, mais il y a un gros travail de la Fondation Abbé Pierre. Et effectivement, la rue Abbé Pierre sera débaptisée. Après, il y a un temps, ça coûte de l'argent, parce qu'on va devoir accompagner tous les propriétaires occupants pour changer les adresses, pour changer les rues. Il y a un coût non négligeable. Et je dirais qu'en période de disette budgétaire, voilà, on priorise, mais évidemment, c'est bien sur la table et c'est bien en cours. Azurément, comment la Convention citoyenne va-t-elle évoluer pour les habitants de Laval et dans les quartiers populaires? Donc, Mélusine, pardon. Donc, la Convention citoyenne pour les quartiers populaires, on a tiré au sort 50 Lavallois, issus d'une majorité des quartiers populaires, représentatifs de la ville, de tous les cadres socio-professionnels, une répartition homme-femme stricte, et qui a travaillé pendant 3 week-ends, a développé un manifeste que je vous invite à lire sur le site de la ville. Et lundi de la semaine dernière, nous avons voté en conseil municipal un plan d'action sur lequel la ville s'engage à mener des actions à court, moyen, long terme, et ses partenaires, les parties prenantes également, à mener des actions. Donc il y aura un suivi très fin, une restitution, et puis je compte sur les conventionnés de toute façon pour nous donner de l'énergie, mais très clairement c'est priorisé, c'est intégré dans les services, ça nous a beaucoup bousculé, et donc les paroles et les actions seront tenues, je tiens à vous rassurer, je suis pleinement engagé en la matière. Sarah Ruel-Senpai, donc certains passages ne sont pas bien éclairés la nuit et d'autres ont leur bande blanche effacée. Comment pouvez-vous y remédier? Bravo pour ce live, je vous remercie. Pas facile de parler pendant 1 heure. Mais que vous dire?
Sur les bandes blanches, il faut appeler Laval Direct Proximité pour qu'on sache précisément où. On a des agents qui sont là qui refont régulièrement les 30 pour les zones 30, les passages piétons, et donc aucun problème pour les refaire. On améliore la ville tous les jours. Et sur l'éclairage, c'est une question que je vais mettre à l'ordre du bureau municipal. C'est un petit scoop que je vais vous donner pour travailler les horaires. Et parce que j'ai beaucoup de retours de femmes, d'enfants, mais aussi de personnes âgées qui ne sont pas forcément en sécurité, qui aimeraient, qui disent que être plongé dans le Loir, notamment en hiver à 20h30, à 22h30, c'est pas l'idéal. Vu qu'on a passé la ville en 100% LED partout, et on a cette possibilité de se dire, est-ce qu'on n'évolue pas les horaires, est-ce qu'on ne monte pas à 23h, 23h30, minuit, bref, je vais mettre la question à l'ordre du bureau municipal et en discuter avec les élus. Mais je suis assez favorable à repousser les horaires à titre personnel, je le dis, pour se sentir bien en ville. Donc Rose, comment allez-vous faire pour les poussettes dans les tulles qui prennent trop de place dans les tulles? Je fais confiance à notre capacité de vivre ensemble, à cette fraternité qui est notre supplément d'âme pour justement travailler en bonne intelligence. Normalement, il y a quand même des espaces importants, donc je compte sur vous. Moi, j'ai demandé à ce qu'on renforce aussi les contrôles dans les tulles et donc qu'il y ait une sorte de police des transports qui se mette en place aussi pour les incivilités, que c'est l'occasion de rappeler, au-delà de se dire est-ce qu'on a payé, pas payé, c'est pas le sujet, mais c'est ce qu'on se comporte bien dans les tulles, qu'on soit jeune ou moins jeune, et donc ça fera partie des points de vigilance de ces agents RATP. Arthur, qu'en est-il du projet 6x4 à la gare? Il en est que c'est toujours en cours. Les budgets sont là à Laval Agglomération pour porter le déménagement. On a quelques difficultés d'accès et de relations avec la SNCF qui, de toute façon, ne va pas vendre tout de suite le foncier, mais je sais que les équipes ont des rendez-vous pour Océal, qui est un magnifique bâtiment, mais il y a tout à faire. Donc c'est bien sur la table. Soyez assurés de ma détermination en la matière. Luigi, à quand la mise en place de plus de transports en commun? Écologiquement, ce serait une bonne idée et ce serait logique vu le nombre de places de parking qui se réduit dans l'ensemble. Alors, sur les places de parking, là aussi, idée fausse. Évidemment qu'on a supprimé les places, les places de la place du 11 novembre. Je tiens à vous dire qu'on a quand même fait un parking de délestage Jean Massé de plus de 130 places, qu'on a racheté la chambre des métiers des artisanats sur le quai, qu'on va démolir pour faire un parking à étage. Donc, il y a quand même plus de 1600 places en centre-ville. Et donc, j'ai bien conscience, en tout cas, de l'importance de pouvoir se positionner. Mais je préfère les parkings peut-être qui sont cachés en étage ou un peu plus éloignés qu'en hypercentre, puisque après, ce sera plus agréable aussi de se balader en ville. Et on a mis le paquet sur la nouvelle délégation de service public des Tulles. Alors, ça ne se voit pas forcément parce qu'il y a eu pas mal de perturbations. On est très mécontents. Et vous avez vu dans l'actualité qu'on a des amendes records qui ont été imposées, appliquées contractuellement à RATP Dev, mais on a quand même mis plusieurs millions d'euros supplémentaires pour avoir davantage de kilomètres parcourus, notamment en soirée, notamment pour la première couronne, vendredi, samedi, dimanche, vous avez davantage de tulles le week-end. C'est toujours un équilibre financier et offre, et malheureusement, malgré investir presque 20 millions d'euros, comme je vous dis, on n'a pas un équilibre du budget de transport. La taxe, le versement en mobilité n'équilibre pas le budget de transport. On met du budget général, ça va peut-être pas vous parler, mais on met déjà une grosse partie de budget en plus pour nos tulles qu'on a entretenues. On est en train de passer à l'électrique beaucoup de tulles qui coûtent très cher, plus de 12 millions d'euros. Mais donc on y croit, avoir des tulles de meilleure qualité, plus agréables, électriques, et puis évidemment davantage de dessertes. La ligne A et la ligne B ont été renforcées toutes les 10 minutes. Les horaires ont été étendus. Et la ligne F devient une ligne structurante. Mais la A et la B, et la F, c'est presque 70% du trafic du Tulle. Voyez, donc, en tout cas, on étudie très attentivement et on ne s'interdit pas d'ajuster. Et je souhaite aussi aller dans le renforcement à terme de ces dessertes. Et on a mis en place la gratuité quand même le week-end. Je tiens à le redire, samedi, dimanche, les Tulles sont gratuits. Dites-le, répétez-le, soyez les ambassadeurs. Essayez, c'est adopter, très clairement. Bim bam boum. J'aime bien les petits noms que vous choisissez là pour m'écrire sur Instagram. Est-ce que les travaux du stade Le Basser vont impacter le stade de rugby? Alors, je vous invite à venir à la réunion publique le 4 mars.
Mais sans faire trop de suspense, la réponse est non, on ne touche pas au rubis. On est pragmatique, on est économe aussi dans la dépense publique. C'est déjà un projet majeur qui va coûter plusieurs dizaines de millions d'euros, même pour le public. Donc clairement, on le fera par phase et de manière pragmatique. Le rubis ne sera pas touché dans le projet d'aménagement. Clémentine, est-ce qu'il est envisagé de mettre de la vidéosurveillance en place dans la ville? Donc oui, évidemment. On le fait en concertation avec la police nationale et l'État, qui finance d'ailleurs très fortement la vidéoprotection et la vidéosurveillance. En concertation avec les communes de première couronne, on a équipé les entrées et sorties de ville, première couronne, mais aussi de la ville de Laval. On a déployé la vidéoprotection au quartier des Fourches, quartier Saint-Nicolas. On a refait toutes les caméras du centre-ville qui étaient vraiment très à l'ancienne, qui ont une plus longue portée. Donc très clairement, on dose modérément, parce que je ne pense pas qu'on ait envie d'avoir de la surveillance partout, même si une très grande majorité des gens n'ont rien à se reprocher. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Moi, je crois à ce qu'on appelle le continuum de sécurité, et la préfète est vraiment très claire là-dessus. On est tous acteurs de la sécurité, à la fois vous en tant qu'habitant, quand vous voyez des choses, des incivilités, il faut appeler la police, il faut déposer main courante, il faut appeler la police municipale, la police nationale, n'hésitez pas, vous êtes acteurs de la sécurité. Nous, la police municipale a aussi à son rôle cette police du quotidien, aussi en offrant des équipements à la police nationale. Et puis évidemment, se battre pour des effectifs de police nationale. Vous connaissez mon combat en la matière. Il faut davantage de policiers nationaux présents sur la voie publique. Et je suis assez heureux de voir que la police nationale a développé une réserve, des réservistes de police nationale. Donc plusieurs dizaines de jeunes qui s'engagent, qui sont peut-être demain des policiers, en tout cas sur leur temps sont présents sur la voie publique. Je sais que la préfète fait venir aussi régulièrement pour les grands événements les militaires sentinelles pour sécuriser les grands événements. Moi, voilà, c'est vraiment main dans la main qu'on travaille pour assurer à la fois la sécurité et la lutte contre les incivilités du quotidien, propreté évidemment et vitesse comme certains l'ont rappelé ce soir. Evelyne Le Breton, vous n'avez pas répondu sur le fait que les racines d'arbres soulevaient les pavés dans le parc de Touloupe. Vous avez remplacé un jeu pour enfants, oui. Quant à l'ensemble du parc, rien n'a été fait. D'accord. Donc, bon, en tout cas, nous, on a budgété, je crois, de mémoire, plus de 10 000 euros sur effectivement les jeux pour enfants, mais je prends bien le point, j'ai bien compris la question, qu'il y avait des ramifications autour du projet qui n'ont pas été traitées, donc on va regarder ça. Sur les racines d'arbres et voir que ce qu'il faut enlever de l'enrobé et refaire les cheminements. Je regarde ça. Sur la politique de logement, donc j'ai répondu sur les 18 mois d'attente. On développe énormément tout le plan local de l'habitat, de Laval Agglo. Tous les moyens sont mis sur le logement social. On met beaucoup de moyens. Hein. On a renforcé les fonds propres de Médoine Habitat, mais je sais que la demande est importante. Alors, donc question de Baraïto. L'état du halage entre l'écluse de Prise et le Cagnier est très dégradé, dangereux, dit-il prévu un réménagement. Là, c'est plutôt au conseil départemental de s'occuper du halage, mais je vais regarder la question là aussi, de ce qui peut être fait pour bien entretenir. Sans doute que malheureusement, les inondations, en tout cas le débordement de la Mayenne, n'ont pas dû aider dans l'état du halage. Question donc, qu'y a-t-il des aides de la ville pour la rénovation de logements? Oui, oui, oui. Alors c'est plutôt à l'échelle de Laval Agglo. L'échelle à la ville, on aide à la rénovation des façades et on a un prix vieille maison française qui permet des réhabilitations très coûteuses dans le centre historique. Ça, on le fait depuis au moins une dizaine d'années. On continue. Sur la rénovation des bâtiments, l'État a mis en place MaPrimeRénov' et nous, on le complète, ce dispositif, avec Laval Agglo Rénov'. Donc n'hésitez pas à aller voir le service de l'habitat de Laval Agglo. On a des gros moyens financiers, on dépense plusieurs millions d'euros pour la rénovation des bâtiments. On peut vous accompagner. Alors il y a des critères évidemment. Il y a tout un dispositif en cours. Sylvie Viel, qui est première vice-présidente à l'agglomération, et c'est pas rien, vous voyez, une première vice-présidente à l'agglo qui est en charge des sujets d'habitat, aussi à votre disposition pour répondre à ces questions si besoin. Y a-t-il des choses concernant la sécurité dans les quartiers? La question de Sabrina Joufflino. Oui, 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 la sécurité, évidemment, à la fois tranquillité, lutte contre les incivilités, sécurité, tant sur le volet préventif que répressif. Moi, j'ai aucun tabou là-dessus. La sécurité, c'est une liberté publique qu'on doit à tout le monde. Quand vous n'avez pas la sécurité, elle est importante. Donc c'est pour ça que je me bats
pour des effectifs. Donc j'aurais doublé la police municipale à la fin du mandat. Je me bats pour davantage d'effectifs de police nationale dans la relation avec les différents ministres de l'Intérieur pour davantage de policiers nationaux. J'ai rééquipé tous les policiers municipaux, on a changé tous les véhicules, on les a équipés de caméras piétons. On les a augmentés aussi pour justement nous faciliter les recrutements. Bref, je pense que je suis un maire qui prend les choses en main. On a mis en place des instances aussi qui sont le rappel à l'ordre. Donc avant de tomber dans la délinquance ou dans un acte de délinquance, on a du préjudiciaire et en lien avec la procureure, elle m'a autorisé à faire des rappels à l'ordre. On a signé une convention, on a mis en place un conseil des droits et des familles aussi, pour des jeunes qui seraient en difficulté avant de tomber justement dans la délinquance. On se met autour de la table et on signe des contrats. Donc moi je crois vraiment voilà, je suis pleinement engagé sur la question et je pense qu'en quelques années on a vraiment avancé. Alors, Marie de Costa, gros problème de stationnement entre la préfecture et la CAF. Je mets un quart d'heure à trouver une place. Nous avons supprimé le parc juste à côté. Et c'est vrai qu'on n'a aucun coin de verdure. Auprès de chez nous, le plus près est le jardin de la Périne. Donc quand on a un chien, c'est compliqué. Vous avez 1000 fois raison. La rive gauche souffre malheureusement de manque de parcs, de manque d'espace vert. Et d'ailleurs, les îlots de chaleur, quand on regarde la ville avec les points chauds, c'est cette partie de la ville. C'est pour ça d'ailleurs que dès le début du mandat, avec Isabelle Aymon, Noémie Cocro, on a désimperméabilisé la plage en Moulin. On a remis des espaces verts, des arbres, de la végétation, c'est très important, c'était un point chaud. Et moi j'étais en désaccord avec ce qui avait été fait avant, c'est revendre ce parc Saint-Julien et évidemment la placette, parce qu'en plus c'est devant une école. Donc très clairement, la vente a été effectuée avant que je devienne maire. Et donc je respecte évidemment celui qui a acheté, mais je dénonce plutôt la position du maire de l'époque d'avoir vendu quelque chose qui aurait pu justement être un vrai poumon, une respiration. Moi je fais partie de ces maires qui veulent, pas forcément bâtisseurs, mais rénovateurs, qui veulent regarder la ville en ayant la vue hélicoptère, en regardant d'en haut effectivement comment on articule tout ça, les points chauds, les espaces de repos. Pour les jeunes, pour ceux qui ont des animaux, on a besoin d'espaces verts, très clairement. Donc moi, je vous rejoins. Donc on va essayer de limiter la casse. Je n'ai pas de solution là à court terme, mais c'était un combat de l'époque. Donc Pascal Rieux-Bonnet, donc certains logements restent vacants pendant 2 mois. Ah, peut-être dans le logement social. En tout cas, nous, on a mis une taxe sur les logements vacants aussi. On ne pensait pas, mais elle nous rapporte pas mal d'argent quand même. On pensait quelques dizaines de milliers d'euros, elle nous a rapporté plus de 350 000 euros quand même l'année dernière, ce qui n'est pas négligeable. Ça veut dire qu'il y a de la vacance et sur lequel on veut vraiment travailler pour tout un tas de raisons. Hein. Parfois, les travaux sont compliqués, mais on a plutôt un très bon taux de remplissage chez les bailleurs sociaux. Mais ça reste quand même un combat de tous les jours. Alors, auriez-vous le pouvoir de revoir les zones de stationnement à leur gratuité, surtout le week-end? Donc, Belle Pierre Milou. Bon, le sujet du paiement, enfin, on reste une des villes qui a le stationnement le moins cher en centre-ville, très clairement. Hein. Comparez-vous aux autres villes. On ne fait pas payer pour faire payer, on fait payer pour qu'il y ait de la rotation. Donc, ça me semble vraiment important de vous le redire. Et on fait payer aussi parce que on a développé à l'époque des parkings silos, on va en redévelopper un, et il n'est pas anormable qu'il y ait un certain modèle économique pour payer les infrastructures. Mais ça reste très raisonnable et plutôt pour faire tourner. On a quand même la première heure gratuite et en soirée, c'est gratuit la nuit. Enfin voilà. Mais je comprends que ça puisse être gênant. Ah oui, d'accord. Antoine Constantin revient sur le ruisseau Saint-Nicolas. Je crois que l'endroit où on a dû cadenasser, je vais vérifier, mais je ne vais pas dire de bêtises, mais en fait, le site Lactalis, qui est un siège social Monde, vous le savez, a connu des intrusions l'année dernière, et donc la police nationale, en lien avec Lactalis, ont travaillé à la sécurisation du site. Et peut-être qu'il y a eu des barrières de mise pour sécuriser le site Lactalis, ça ne m'étonnerait pas. Mais je ne me sens pas que ce soit un endroit qui était très carrossable pour les piétons. Mais peut-être que je me trompe.
Est-ce qu'il y a un alors là, c'est, une question sur la piste cyclable entre Loiron-Ruillé et Saint-Berthevin. Est-ce qu'il y a des projets? J'ai pas la réponse comme ça, donc on va revenir vers vous. On a fait plus de 15 kilomètres de pistes cyclables sur l'agglomération. Hein. Ces 4 dernières années, c'est quand même pas négligeable. Aidé par le conseil départemental qui veut mettre des pistes cyclables sur ses routes départementales, aidé par l'État et la région qui nous cofinancent une partie des pistes. Donc, il faut que je regarde, mais ça doit être dedans. Hein. Parce que l'idée, c'est de faire des grandes traverses. Donc, à quoi un bus qui ferait Saint-Nicolas-Murat, direction la zone commerciale de Saint-Berthevin pour le travail, car actuellement, on met 50 minutes pour y aller. Voilà, je vous dis, moi, je suis très pragmatique sur le réseau des Tuiles et Isabelle Fougeret, donc la vice-présidente en charge des transports et des déplacements, des mobilités, elle en a pleinement conscience. On veut faire vivre le réseau. Donc, il n'est pas figé. On a eu tellement de difficultés à l'arrivée des RATP Dev qu'on n'a pas eu le pouvoir et la bande passante pour faire tout ce qu'on voulait, les ajustements. Mais typiquement, dans le plan de mobilité, on regarde quels sont les mouvements pendulaires et on veut répondre. Et si vous êtes nombreux à faire ce mouvement-là, évidemment qu'on pourra réajuster les réseaux. Hein. Très clairement, on a une enveloppe et on veut l'optimiser le plus fort possible. Voilà. Pareil, donc j'entends la ligne Gare, les Bausers, ce serait bien. Voilà, c'est toujours un juste équilibre. Il y a la ligne K, mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai que la ligne K, c'était un pari qu'on a fait pour justement aller de Saint-Nicolas vers la zone d'activité économique morandière. Il faut que ça trouve son public et donc on ajustera s'il faut en mettre plus. L'offre des RATP Dev était différente de Keolis en ce sens que Keolis avait maximisé les Tuiles aux heures de pointe. Là où RATP Dev a dit on fait une uniformité du réseau, c'est-à-dire qu'il y a un cadencement qui est le même aux heures creuses. Est-ce qu'il faut revenir en arrière et se dire que tant pis, on assume des heures creuses de certaines lignes pour en mettre davantage aux heures de pointe? C'est une question qui est sur la table et sur laquelle on travaille en 2025 avec Isabelle Fougeret. Qui contacter concernant les freutes tricolores parce que le croisement niveau d'Intermarché est dangereux. Le verre des piétons est au même moment que le verre des voitures. Venant du pavement en direction de Bonchamp, il y a peut-être voilà. Effectivement, il y a peut-être un problème de réglage des feux. On a changé beaucoup de feux. Au moment du passage en LED, on a changé beaucoup de feux rouges. Feu vert ou feu orange, question de point de vue d'ailleurs. Et donc, on les a rendus un peu plus intelligents. Donc, c'est très facile à changer. On va revenir vers vous, mais sinon, vous appelez Laval Direct Proximité. Je dis, c'est le numéro d'entrée. Pour moi, en tant que maire, c'est le thermomètre de la ville. Je sais, tous les mois, j'ai sur mon bureau le tableau de quel quartier appeler, sur quelle problématique. Donc, je vois bien les évolutions et ça me permet aussi de reprioriser le travail et la politique publique de nos différents agents. Quelqu'un qui remercie les maisons de quartier pour le travail qu'ils font. Évidemment, maisons de quartier, c'est chez vous, c'est votre lieu, il se passe tellement de choses, vous imaginez même pas. On a aussi l'espace senior intergénérationnel, parce qu'on parlait de la politique jeunesse. Vous voyez, là, il y a le programme pour février. Je l'ai sous les yeux, je ne l'ai pas inventé, je l'ai pris là à l'entrée. Il y a énormément de choses. On fait du jeu de société, des ateliers d'écriture, des visites du théâtre, des projets faits main, des sorties, de la gym avec Kader, une sortie au bois de l'huisserie. Bref, on a aussi des animateurs sportifs. Tellement de choses qu'on s'en perd. Donc j'ai bien noté avenue de Chanzy pour les feux. Une meilleure circulation du bus le dimanche serait possible. Je l'entends, hein, le dimanche, on a essayé de renforcer. Ça ne rencontre pas beaucoup son public. Hein, on a une fréquentation qui reste assez faible. Donc voilà, on est toujours en offre, demande, et puis prix, et puis capacité à recruter des chauffeurs aussi. On voit bien que c'est pas toujours évident. Ça recrute beaucoup. Et bon, le travail le dimanche est moins évident aussi. Comme je le dis, il y a une évolution sociologique du travail. Et elle a un impact sur nous, le service public ou le service public délégué au privé, mais il y a un véritable impact. Est-ce qu'il y a prévu de remettre aux normes l'évacuation des eaux rue Général de Gaulle afin de ne plus avoir de réseau unitaire pour les réseaux usés et les eaux pluviales et pas subir les mauvaises odeurs?
On a déjà refait pas mal de rues, à la fois eau, gaz, rue de Gaulle, ce qui nous a valu quand même beaucoup de travaux et je m'en excuse par avance. Je remercie tous ceux qui ont accepté ces travaux aussi. Notre ville, elle a besoin d'être entretenue et on s'aperçoit quand on n'entretient pas les réseaux de chaleur, les réseaux gaz, les réseaux d'eau, eh ben, ça finit par casser. Donc nous, on a vraiment réinvesti la question, malgré les travaux, mais derrière, c'est quand même beaucoup de risques évités. Je ne sais pas précisément si on la garde en unitaire, donc je vais revenir vers vous. Ce que je peux dire, c'est que la place du 11 novembre qu'on a désimperméabilisée, elle est essentielle pour justement qu'on rejette les eaux de pluie directement dedans. Donc la halle gourmande d'ailleurs, les eaux de pluie vont être rejetées dans le bassin à côté et dans l'Aqueduc, qui est une réserve d'eau. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup désimperméabilisé le quartier Ferrier, qui est un éco-quartier. Éco surtout par toutes les noues qui sont mises en place, parce que là, il n'y a plus de réseau unitaire. Quand on voit le cimetière rue de Paris, trafic de stupéfiants et surtout avoir les odeurs, voilà, qui n'est pas vivable. Ok, ben moi je n'avais pas eu de remontée, je vous le redis, le point d'entrée quand vous avez des difficultés de ce type-là, je sais que c'est pas toujours facile de se dire bah je vais voir la police. La police municipale, c'est une police d'information. Moi, j'ai besoin en tant que maire d'être informé de ce qui s'y passe. J'ai beau être tout le temps sur le terrain, dans les quartiers, je ne vois pas tout. Et quand je dis la sécurité, la tranquillité, l'affaire aussi de vous, citoyens, vous faites remonter à la police. C'est pour ça que j'ai investi avec Patrice Morin et Georges Oyo, les élus en charge de ces questions-là. On a investi dans un camion de proximité. La police municipale a un camion pour vous recevoir, pour se déambuler dans les quartiers et prendre ses retours. On sait que le trafic de stupéfiants, il est partout et tout le temps. Le ministre Darmanin, puis Rotaillot, il a dit c'est un phénomène national, ça touche tout le monde. Et c'est d'abord d'ailleurs à l'État de s'en saisir. Et on sait très bien qu'il faut intranquilliser, il faut emmerder, pour reprendre un mot du président de la République, en permanence les trafiquants de stupéfiants. Donc on a besoin d'avoir les infos pour pouvoir les traquer. Ce ne sera jamais magnifique, mais on sait qu'on peut agir de manière coordonnée. Je vais vous donner un motif d'espoir. Le quartier des Fourches, qui a été emprunt au trafic de stupéfiants, on a été très pris par surprise avec trafiquants qui étaient sur l'espace public parce qu'on avait fait un travail pour sortir des caves. Les trafiquants, ils se sont mis sur l'espace public. En quelques mois, le lien ville, préfet, police, procureur, on a rétabli le calme et caméra, le calme dans le quartier et plusieurs trafiquants se sont retrouvés à la maison d'arrêt de Laval. Donc très clairement, on voit qu'on peut agir, donc on a besoin d'être informé sur les lieux. Et je vois l'heure qui tourne et on m'a dit on me fait des grands gestes. Mais c'est tellement passionnant d'échanger en direct. J'aimerais avoir tellement de monde dans mes réunions publiques, dans les balades urbaines que je peux faire. Bon, je vous redis que les élus de quartier ont des permanences et sont vraiment à votre disposition dans les quartiers. Et même s'ils ont des plages horaires, n'hésitez pas à les contacter. Leur adresse mail est sur le site de la ville. Ils peuvent aussi s'arranger pour vous rencontrer. Moi, je tiens des permanences également à la fois dans les quartiers, mais souvent le mercredi matin à l'hôtel de ville. N'hésitez pas à contacter donc sur mon adresse permanence @laval.fr. On vous répondra pour pouvoir vous accueillir. Voilà, donc je suis vraiment à votre disposition. Je vois encore plein de questions arriver sur l'hôpital, sur les aires de camping-car. J'ai bien noté l'aire de camping-car. Bref, vous savez, je vais conclure là-dessus, mais la ville, c'est comme un corps humain. Il faut en prendre soin. Et c'est un éternel recommencement parce que il faut se nourrir tous les jours pour pouvoir alimenter, être en bonne santé. Il faut faire du sport, il faut ceci, cela. Donc, moi, je crois vraiment à la démocratie contributive, c'est-à-dire que chaque citoyen, chaque habitant de Laval peut être contributeur de sa ville. Et je vous remercie déjà d'avoir participé à ce jeu de questions-réponses, de participer aux animations, à la vie associative. On a une chance extraordinaire d'avoir ce tissu-là, il faut le préserver, d'avoir aussi des travailleurs impliqués dans leurs entreprises qui se développent. Nous, on est prospères, on se développe notre territoire malgré tous les soubresauts du monde. On sait résister aux crises économiques, en tout cas, on sait résister aux chocs. Voilà, pour toutes ces raisons, je voulais vous remercier et vous dire que voilà, le meilleur était à venir et que, en tant que maire, je suis à la tâche, à l'œuvre pour améliorer votre cadre de vie et puis évidemment porter des projets pour l'avenir de Laval. Merci à toutes et tous et au plaisir d'échanger à d'autres moments de la vie sur l'année 2025. Très bonne soirée à toutes et tous.